Salut, c'est Simon Rio, vous me connaissez d'Écran Large et du Cercle, et aujourd'hui je vais vous parler du cinéma catastrophe. Quand on pense cinéma catastrophe, on a tous en tête des images qui sont directement issues du cinéma à grand spectacle américain des années 70. Pourtant, le cinéma catastrophe est bien plus ancien. Dès le début du siècle, même un cinéaste français comme Méliès s'intéressait à la destruction, à la catastrophe, au cataclysme, mais aussi le cinéma américain des années 20, des années 30, à tel point que ce cinéma est notamment celui qui est à l'origine de la création, en 1939, de l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Et la catastrophe américaine, à cette époque-là, elle va régulièrement se métamorphoser, changer. On a eu la catastrophe de King Kong, tout simplement parce que le cinéma américain regardait un petit peu ce qui se faisait à l'étranger, parce qu'il était un peu traumatisé aussi par la Première Guerre mondiale et qu'on avait besoin de métaphores, de transformer ça en images de cinéma. Et puis, ça va continuer d'évoluer jusqu'au moment des années 70, où là, les États-Unis, qui ont pris coup sur coup le Watergate, la mort de Kennedy, et puis la fin des idéaux utopistes qui sont allés mourir au Vietnam, et bien à ce moment-là, le cinéma américain a besoin de traduire ces angoisses-là, et il va les traduire dans une obsession de la destruction. Et destruction qui va toucher notamment des symboles de la technologie ou de l'accomplissement occidental. Eh bien, ça va être le cas de Airport en 1970, où le fleuron de l'aviation est détourné et provoque une catastrophe terrible. Ça va être également le cas, bien sûr, de Tremblement de terre en 73, avec Charlton Heston, où là, c'est littéralement la ville de San Francisco qui est balayée, et c'est pas anodin. La ville de San Francisco, elle symbolise non seulement l'opulence américaine, mais aussi une certaine idée progressiste, une certaine innocence, qui donc doit être punie. On ne va pas s'arrêter là, parce que le cinéma catastrophe va continuer d'évoluer, et plutôt que de penser à un espèce de châtiment qui s'abattrait tout de suite pour nous punir, le cinéma américain va se demander quel est le châtiment qui l'attend. Et c'est ce qui arrive à partir du début des années 2000 avec des films comme Le Jour d'après, où on nous parle d'une catastrophe écologique. Et qui dit catastrophe écologique dit futur proche et non plus présent. Et puis, c'est encore plus vrai avec un film qui est un petit film indépendant, qui n'a pas un budget gigantesque pour nous offrir un spectacle de destruction ahurissant. Un film de Soderbergh qui s'intitule Contagion et qui raconte, il y a presque 10 ans maintenant, comment notre mode de vie, notre mode de consommation va favoriser l'émergence d'une pandémie, d'un syndrome respiratoire terrible, une super grippe qui va balayer quasiment l'humanité. C'est un film qui était visionnaire et qui témoigne bien de comment le cinéma catastrophe américain a muté, est devenu un sous-genre qui fonctionne comme un espèce d'aimant qui attire à lui plein d'idées et plein de concepts qui viennent d'autres genres de cinéma. Les climatologues sont incapables d'expliquer les causes de ces intempéries, ni leur soudaineté. Suite à des inondations catastrophiques et à des chutes brutales de température. Le Mexique a fermé sa frontière. Il y a trop de réfugiés américains. Le cinéma américain n'est pas le seul, tout simplement, à s'inquiéter de catastrophes. Il y a un cinéma, c'est le cinéma asiatique, qui s'est beaucoup inspiré des autres formes de 7e art, et qui a notamment repris aux Américains le cinéma catastrophe. Les Coréens en sont friands, et il faut voir que dans certains films, comme Tunnel, qui est dans la théma catastrophe qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien Tunnel, il a la propriété, ce film, de faire comme beaucoup de films coréens, d'utiliser la figure du cataclysme pour interroger le fonctionnement des institutions. C'est une catastrophe à échelle humaine, l'histoire d'un homme qui se retrouve tout seul, coincé sous un tunnel qui s'est écroulé, et cet événement qui va tout d'un coup concentrer, attirer tous les médias de Corée, va révéler strate par strate les déchéances, les problèmes d'un État qui a failli et d'un État dont toutes les institutions et tous les contre-pouvoirs sont incapables de gérer un petit craquement qui donc va devenir une catastrophe. Et on voit qu'en réalité, ce genre qui nous semble très américano-américain, très basé sur le spectacle, est en fait avant tout basé sur nos angoisses, et c'est pour ça qu'on aime le décliner, le voir changer, et le voir à chaque fois conjuguer nos peurs à toutes les époques. Kim Dae-Young, unité spéciale. Le Premier ministre, la femme de Monsieur Lee. Regardez par là, s'il vous plaît. On va venir vous sauver. Rassurez-vous, monsieur Lee. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Quand tout d'un coup on se dit tiens on va faire trembler la terre ou tiens on va avoir des personnages comme dans Underwater qui sont prisonniers dans une structure sous-marine, eh ben on raconte quelque chose de comment on perçoit nos sociétés. C'est pas anodin que un film catastrophe aujourd'hui avec Kristen Stewart choisisse de nous enfermer sous l'eau. C'est peut-être parce que le cinéma américain se perçoit ou la société américaine se perçoit comme une entité qui est assiégée, qui est sur le point d'être broyée et qui soudain va être livrée
à des créatures, à l'autre, à ce que Lovecraft appelait les grands anciens, une menace qui est indicible, qui est invisible, mais qui est existentielle. Il y a peut-être deux raisons pour lesquelles le cinéma nordique, et en particulier le cinéma norvégien, comme on peut le voir dans Mortal, s'est emparé de certaines figures du cinéma catastrophe. Tout d'abord, on s'en rend pas toujours compte, nous, vu de France, mais il faut savoir que dans le reste du monde, le cinéma ultra majoritaire, ultra dominant, c'est le cinéma américain. C'est donc la première source d'inspiration pour les artistes locaux. Et puis il faut également voir qu'il y a deux autres notions assez intéressantes, c'est qu'on est dans des pays où le commun, le collectif est très important. Donc forcément, les motifs du cinéma catastrophe prennent très fort, ils prennent naturellement avec les angoisses et les obsessions du public là-bas. Et puis enfin, on est dans des pays où il y a une tradition et une culture écologique qui est beaucoup plus développée que chez nous, et où donc on est beaucoup plus sensible aux altérations, aux transformations de notre habitat, de la nature, et aussi des catastrophes qu'elle peut engendrer. Et ça marche aussi avec Mortal, car même si Mortal s'intéresse à la mythologie norvégienne et à l'idée du Valhalla, il va l'incarner à travers des périls notamment météorologiques et des déferlements d'éclairs extrêmement impressionnants qui, là aussi, nous ramènent à une catastrophe naturelle. C'est pas pour vous, mais moi j'aime bien de temps en temps regarder des choses qu'on casse. Déjà, parce que ça me permet de maîtriser un petit peu cette angoisse que j'ai à l'idée que tout d'un coup tout s'arrête, tout s'écroule, tout soit détruit. Si je peux le regarder, si je peux m'en faire une idée, c'est une angoisse que j'apprivoise et avec laquelle je peux soudain dialoguer. Ce n'est plus une peur qui me domine, c'est une peur avec laquelle je vis. C'est une des fonctions du cinéma catastrophe, tout comme du cinéma d'horreur. Mais c'est aussi une manière de jouer de manière cathartique avec nos désirs les moins avouables. Oui, quelquefois, effectivement, on se dit que ce serait assez sympa que cette énorme poutre s'écrase sur cette personne. On se dit que ce serait pas mal si ce camion pouvait exploser et carboniser cette vingtaine de personnes qui font la queue devant nous au supermarché. Eh bien, comme on ne peut pas le réaliser, on peut néanmoins demander à des auteurs de cinéma, souvent hollywoodiens, de le faire à notre place, et ça nous soulage tous. Fermez les portes et les fenêtres!